Parfait. Donc, on va continuer cet après-midi d'atelier en accueillant Christophe Bourgueil, qui est business développeur des solutions de la transition énergétique et du stockage d'énergie chez Eaton France, et Anthony Schaff, qui est chef de projet mobilité électrique chez Enedis. Ça fait plusieurs années qu'on est convaincu chez Enerplan de tout l'intérêt d'avoir une convergence entre la production photovoltaïque et la mobilité. On a cette étude que j'évoquais tout à l'heure qui est sortie hier sur le solaire nouveau pétrole vert. Voilà, on avait coutume aussi de dire qu'on pouvait avoir la station essence sur le toit de la maison et la batterie de secours du véhicule to home, to grid dans le véhicule qui rend des services. Voilà, et donc on va voir cet après-midi aussi comment est-ce que ça peut permettre de répondre aux exigences, notamment du décret tertiaire, en termes d'efficacité énergétique et de transition énergétique des entreprises vers ce modèle vertueux qui est le photovoltaïque avec smart charging. Donc, je ne sais pas qui commence, Christophe, Anthony? Oui, je crois que c'est moi qui commence. Allez-y. Bonjour à tous et merci à l'organisation de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet passionnant. Deux mots sur Eaton. Nous sommes un groupe international avec une très forte présence en France. On est à peu près 2500 personnes en France et nous sommes le 4e équipementier mondial de matériel électrique. Et avec des sites à la fois de développement et de production importants en France. Et en particulier notre site de Montbonneau, qui était à l'origine de nos travaux sur le stockage stationnaire en partenariat avec le groupe Nissan il y a déjà quelques années. Alors juste pour commencer, un tout petit rappel sur des éléments qu'on connaît tous, mais concernant la transformation dans laquelle on est et qu'on voit s'accélérer de façon tout à fait spectaculaire. Et en particulier, évidemment, le développement des sources, la décarbonisation, donc le développement des sources d'énergie renouvelables, l'électrification des usages et l'efficacité énergétique. Donc il y a tout un ensemble de textes, de réglementations sur tous ces secteurs, et notamment sur le secteur de l'électromobilité, enfin de la mobilité en général, qui ont un impact majeur. L'électrification des usages, donc c'est effectivement le passage au véhicule électrique qui devient maintenant très évident, je pense, pour tout le monde, depuis l'année dernière, avec une accélération extrêmement forte. Vous le mentionniez, quelque chose qui est important dans cette transformation, c'est qu'effectivement, jusqu'ici, les impacts sur les bâtiments et les infrastructures sont majeurs, puisque jusqu'ici, on n'avait pas l'habitude d'avoir une station-service dans son garage. Et donc, on voit des nouveaux équipements apparaître dans les bâtiments et dans les infrastructures pour assurer la recharge de ces véhicules. Et donc, ça va être une transformation tout à fait majeure. L'efficacité énergétique, la réduction des consommations, il y a énormément d'actions dans ce domaine, et notamment le décret tertiaire qui a pour objectif de réduire de 60% par rapport à 2010 la consommation dans les secteurs tertiaires pour les bâtiments au-dessus de 1000 m². Alors évidemment, les enjeux sont multiples. C'est des enjeux de conformité à la réglementation, des enjeux d'optimisation des coûts d'investissement, des coûts d'opération, et puis également des enjeux de durabilité, d'économie soutenable, mais également de valorisation des actifs et des bâtiments, puisque l'efficacité énergétique, mais la capacité aussi des bâtiments à pouvoir accueillir des véhicules électriques vont faire partie de la valorisation du patrimoine. Et il y a un certain nombre de référentiels qui sont en train de sortir sur tous ces sujets qui vont avoir un impact sur la valeur de ces investissements et la valeur de ces actifs. Alors, la transition énergétique, beaucoup de domaines, sur toute la chaîne et sur l'ensemble du système électrique, aussi bien dans la partie production, transport, distribution.
Ce sur quoi on se concentre chez Eaton, c'est l'aval-compteur, c'est-à-dire la transition énergétique dans les bâtiments. Et comment, alors bâtiment au sens large, hein, c'est vraiment l'aval-compteur. Ça peut être du résidentiel, on va du résidentiel pavillonnaire éventuellement, jusqu'à des gros bâtiments tertiaires, des sites industriels, des centres commerciaux ou des stations de recharge de véhicules électriques. Donc si on se situe dans cette partie, dans l'aval-compteur, là on a des transformations majeures. La distribution, donc toutes les notions d'autoconsommation, d'autoproduction, de mise en place de sources de production dans ces bâtiments, on en parle depuis 2 jours et on a eu des exposés tout à fait passionnants sur ces sujets. Donc de nouvelles sources de production sur ces bâtiments, mais également de nouveaux usages, et en particulier la recharge de véhicules électriques avec des impacts très importants sur ces bâtiments. Ça peut être des doublements, des triplements des appels de puissance et des sources de production qui sont variables, mais également des consommations et des consommateurs et des nouveaux équipements avec des pics de puissance, des appels de consommation qui sont également très, très variables. Donc comment intégrer ces nouveaux équipements, comment assurer la gestion de ces nouveaux équipements, c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille et qui font l'objet de ces réflexions et de ces solutions techniques. Alors maintenant, on est en aval-compteur, on est vraiment dans l'infrastructure du bâtiment, et là, on voit apparaître de nouveaux équipements, donc la partie production ONR, la partie recharge de véhicules électriques, qui est en elle-même tout un écosystème. La question de l'impact de ces nouveaux équipements sur l'infrastructure, et en particulier sur la couche électrique et le système de distribution dans le bâtiment. Et puis, les besoins de flexibilité, de gestion de cette nouvelle architecture. Alors, les sujets sur lesquels on se concentre et sur lesquels on pense qu'il est essentiel de travailler, c'est l'intégration de l'ensemble. C'est les sujets d'autoconsommation, d'énergy management, de gestion dynamique de la charge, de gestion intelligente de la charge et de décloisonnement, c'est-à-dire d'approche énergétique sur l'ensemble du bâtiment pour gérer ces nouvelles productions, ces nouvelles consommations de façon intelligente et optimisée afin de limiter les impacts sur l'infrastructure du bâtiment. Mais au-delà de ça, c'est également gérer le rapport de ce nouveau bâtiment avec le réseau et de limiter, de contribuer en fait à la réduction des impacts sur le réseau et dans ce sens d'avoir un accompagnement. Et il y a énormément de choses à faire dans ce domaine pour faciliter en fait l'intégration de ces nouveaux usages dans le réseau et contribuer à l'équilibre global du réseau. Alors si on regarde un petit peu les enjeux d'intégration, de droite à gauche, on a le réseau et puis on va passer en aval-compteur. Et là, on voit un certain nombre de nouveaux équipements et de nouveaux systèmes ou sous-systèmes qu'il va falloir intégrer. Alors tout à gauche, la partie recharge de véhicules, qui en soi doit mettre en œuvre un ensemble de solutions. Donc des solutions hardware pour pouvoir assurer la recharge du véhicule en AC, en DC, en fonction de la vitesse de charge que l'on souhaite obtenir, du service que l'on souhaite offrir, mais aussi des systèmes communicants pour pouvoir gérer les sessions de charge, le service à l'utilisateur, l'interconnexion, le roaming, enfin tout un ensemble de services et de logiciels qui sont associés à ces infrastructures. Donc là, on a tout l'écosystème de gestion de l'infrastructure de recharge, de gestion des sessions de charge, des utilisateurs, des accès,
Et donc, un ensemble de logiciels, CPO Software, EMSP, solutions de paiement. Il y a vraiment là des besoins et des solutions sur lesquelles on travaille pour pouvoir apporter ces services. Mais donc ça, c'est, je dirais, la couche gestion de l'infrastructure et utilisateur. Mais on a une couche, puisqu'on est sur un même système électrique dans un bâtiment, on a la couche énergie qui est également importante et de prendre en compte les appels de puissance, la gestion de cette puissance, du moment où on va recharger, des rythmes auxquels on va recharger, des priorisations, enfin tout un ensemble de questions qui se posent sur cette infrastructure. Et donc finalement, au cœur de cette infrastructure, se pose la question des solutions de gestion permettant d'intégrer l'aspect recharge, puissance, disponibilité en puissance au niveau de l'infrastructure, production, donc on le voit ici sur la droite, vous voyez une partie de production sur le bâtiment. Et puis donc la gestion de ces différentes charges ou productions variables, de leur optimisation et de la gestion de la flexibilité avec la possibilité d'ajouter des solutions de stockage. Alors solutions de stockage stationnaire ou utilisation du véhicule et de la batterie du véhicule pour amener de la flexibilité. Donc c'est les notions de V2B, V2G que vous connaissez. Donc ça, c'est l'ensemble de l'écosystème sur lequel on travaille. Et donc un des sujets importants, qui nous paraît important, c'est à la fois l'intégration hardware et électrique, mais l'intégration software et les interactions entre ces différents sous-systèmes. Alors voilà ce que ça donne d'un point de vue équipement. Là aussi, de gauche à droite, la production, du stockage, dans ce cas-là, du stockage stationnaire, la gestion de l'énergie, les systèmes de recharge et leur gestion, et puis les solutions de protection d'énergie. Donc c'est sur cette infrastructure qu'il faut agir et qu'il faut trouver et apporter des solutions d'intégration. Alors pour travailler là-dessus, on a acquis au début d'année un spécialiste et un des pionniers de la recharge de véhicules électriques, qui est la société suisse Greenmotion, qui est une société qui travaille depuis plus de 10 ans sur ces sujets et qui a développé à la fois les solutions hardware et software associés pour la gestion de ces infrastructures. Alors ça, c'est quelques exemples de solutions, donc de recharge, différents types de recharge en AC, en DC, en fonction du type de service, de la charge rapide, de la charge lente, que l'on va souhaiter apporter aux utilisateurs. Et bien sûr, très important, l'intégration software de tous ces éléments. Donc si on regarde le système sur lequel on travaille, au niveau de ces bâtiments, on s'aperçoit qu'on a comme sujet d'intégrer la partie production, la partie distribution, en limitant au maximum les dimensionnements, parce que les impacts sont forts, et puis il y a des impacts derrière, en amont, qui peuvent être importants sur la partie réseau. Et puis, en apportant des solutions communicantes et apportant à la fois la gestion de l'énergie sur le site et puis les possibilités, les capacités de service à l'utilisateur, de visualisation, d'accès aux services de recharge, enfin, tout un ensemble de solutions techniques qui doivent être intégrées et coordonnées pour limiter les investissements et les impacts. Alors pour terminer, je vais vous montrer juste quelques exemples des réalisations où on a pu participer. Et je prends des exemples de différentes tailles parce que ce qui est important, c'est qu'on a affaire à un écosystème qui est vaste.
Donc ça, c'est une solution qui a déjà été présentée ici, d'une expérimentation qui avait été conduite avec la Poste et le groupe Engie, sur lequel il va y avoir une publication très, très prochainement d'un retour d'expérience complet. Là, on voit un petit système très simple. Vous avez une petite ombrière de place qui alimente des véhicules de distribution du courrier, donc des véhicules professionnels qui font leur ronde tous les jours, toute l'année. Donc ça, c'est un système qui est en fonctionnement depuis bientôt 2 ans, qui fonctionne en région parisienne. Donc on est en vallée de Chevreuse, ce n'est pas forcément la zone la plus ensoleillée du territoire français. Mais un petit système comme ça permet déjà de faire circuler ces 2 véhicules à pratiquement 60% à l'énergie solaire en moyenne sur l'année. Avec une petite solution très simple de production, stockage et gestion de l'énergie totalement intégrée et de mise en œuvre simple. Un autre exemple auquel on a participé, là on est sur vraiment un démonstrateur de bâtiments intelligents. Ça, c'est une réalisation du syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence, du SDE 04, qui a mis en place un système de production d'énergie renouvelable qui intègre la recharge des véhicules électriques, qui intègre aussi des éléments de chauffage et climatisation avec différents types de stockage, du stockage sur eau glacée, du stockage électrique pour optimiser le fonctionnement de ce bâtiment. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une préfiguration du bâtiment intelligent et efficace d'un point de vue énergétique, intégrant les différents sous-ensembles du système énergétique global au niveau du bâtiment. Alors sur cette... oui. Juste pour bien comprendre, le stockage sur eau glacée, en l'occurrence, c'est pour le système de climatisation du bâtiment. C'est pour le système de climatisation du bâtiment, tout à fait. D'accord. Donc le système d'eau glacée, finalement, pour la climatisation, joue le rôle de ballon d'eau chaude qu'on peut connaître dans d'autres systèmes. Exactement. D'accord. C'est tout à fait similaire. Et donc ça s'applique bien aux applications tertiaires, du coup ? Exactement. Donc là, vous avez une action à la fois, je dirais, sur l'électromobilité, mais aussi sur les usages du bâtiment, dans ces usages CVC classiques. Donc là, c'est plutôt de la climatisation. Et donc, on voit bien ce système met en œuvre différents composants. Alors nous, on a participé sur la partie stockage électrique pour l'ensemble de ce démonstrateur. Alors un autre exemple qui est très intéressant, vous avez le SAP Lab à Mougins, qui est un centre de développement de l'entreprise SAP où l'équipe des SAP fait des très gros développements et travaux sur les solutions de gestion des véhicules électriques, sur tous les aspects d'intégration software de ces solutions. Donc à la fois, ils travaillent à la fois sur l'intégration des services de gestion des bornes, de services aux utilisateurs, et également sur la couche intégration énergie, gestion de l'énergie pour ces bâtiments. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que SAP a eu une démarche très, très volontaire et a décidé de passer l'ensemble de sa flotte de véhicules à des véhicules électriques. Et donc, on voit à l'échelle 1 l'impact sur un bâtiment tertiaire du passage aux véhicules électriques. Et donc, aujourd'hui, du fait de ce développement des véhicules électriques, un bâtiment tertiaire où il y a de l'ordre d'une centaine de véhicules, eh bien, la puissance cumulée de charge dépasse le mégawatt aujourd'hui. Donc, vous voyez que sur un bâtiment qui est un bâtiment qui avait une consommation relativement basse ou des appels de puissance relativement bas, et bien lorsqu'on passe aux véhicules électriques, vous avez des enjeux majeurs qui se posent. Et donc, ils ont travaillé à la mise en place de différentes solutions pour gérer ces charges, gérer ces services,
et également mettre en place des productions photovoltaïques. Et puis, ils ont également mis en place une solution de stockage stationnaire pour gérer l'ensemble de ces appels de puissance et de ces productions locales pour arriver à trouver des solutions d'optimisation. Enfin, un dernier exemple, juste pour indiquer je dirais, la variabilité en termes de taille et de problématiques. Là, on est sur un stade. C'est un projet qu'on a mis en service en 2018, où il y a effectivement une production d'énergie renouvelable, où il y a également de la recharge de véhicules électriques. Et puis, sur ce stade, vous avez un système là, de stockage qui permet d'assurer le secours du stade lors des événements importants, l'effacement de pic. Et ce système est également utilisé pour faire, alors lorsque le stade ne fonctionne pas, je dirais que un stade est une infrastructure qui est utilisée à pleine capacité 25 à 30 fois par an. Le reste du temps, vous avez une infrastructure qui est très importante, avec un système là qui fait 3 MW et 2,8 MWh de capacité et qui est utilisé pour faire de la régulation de fréquence en support du réseau de transport hollandais avec un agrégateur qui valorise ses services. Donc voilà, donc c'est pour montrer un certain nombre d'exemples, je pense, qui préfigurent les enjeux et les types de solutions qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à ces problématiques de transition énergétique, à la fois pour intégrer les nouveaux usages de ces bâtiments, alors juste une précision d'ailleurs sur ce système, on a mis en œuvre des batteries de deuxième vie qui représentent à peu près 40% de la capacité de cette batterie. Également dans un souci d'extension du cycle de vie d'usage des batteries de véhicules électriques. Donc voilà, pour conclure, c'est un ensemble de solutions sur lesquelles on travaille qui permettent d'intégrer au maximum et d'amener cette couche de gestion de l'énergie et de gestion du service sur ces bâtiments et sur ces infrastructures telles qu'on va les connaître dans les années qui viennent. Et c'est simplement des exemples de première réalisation. Très bien, merci beaucoup. Ça appelle une question effectivement sur le live, question qu'on a un peu abordée déjà hier lors de la table ronde consacrée aux mobilités électriques et au photovoltaïque pour abonder le réseau et abonder aussi les réseaux, parce qu'il y a le réseau public qu'on va avoir juste après, mais il y a aussi le réseau intérieur, on vient de le voir, du bâtiment, quel qu'il soit. Et en fait, la question qui nous est posée là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Eaton a travaillé sur et est en capacité de fournir une borne de recharge bidirectionnelle qui alimente le réseau via la batterie du véhicule. Là, on parlait de batterie de seconde vie sur la dernière slide, mais il y a aussi la batterie qui est encore en première vie. Et on a coutume de dire que finalement, une batterie électrique, une voiture électrique, c'est une batterie sur roue avec un moteur. Et donc, est-ce que vous avez cette solution qui permet d'autoconsommer et de maximiser l'autoconsommation de la production via le véhicule électrique, qui soit en secours ou ponctuellement ou à la pointe de soutirage du réseau intérieur, là, et pas forcément du réseau public. On est plutôt sur le véhicule to home. Alors aujourd'hui, nos gammes de chargeurs DC, donc courant continu, sont de conception bidirectionnelle. Et on a déjà démontré et réalisé des charges et des décharges bidirectionnelles. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on sait faire à partir de nos solutions. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre encore de contraintes au niveau à la fois des véhicules et de la réglementation. Mais d'un point de vue conception, nos produits courant continu, donc les bornes de recharge courant continu, sont d'ores et déjà bidirectionnelles. Et donc, c'est quelque chose que l'on sait faire. On a, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On a déjà des démonstrations. Il y a un certain nombre de vidéos, d'ailleurs, sur Internet qui montrent le fonctionnement bidirectionnel de ces produits. On en a déjà vu dans cette enceinte les années précédentes, effectivement. Question complémentaire avant de passer
de passer la parole à Enedis. Quel est votre retour d'expérience côté Eaton sur les batteries de seconde vie? On les voyait sur le stade d'Amsterdam tout à l'heure. Je crois que quand on avait échangé sur le sujet il y a quelques années au moment de sa mise en service, il y avait eu un constat qui était que finalement les utilisateurs des Leaf avaient tendance à garder leur batterie au-delà de la durée de vie préconisée par le constructeur et finalement les amener plus loin que ce qui était préconisé par le constructeur, et que vous aviez à un moment parfois du mal à trouver des batteries de seconde vie pour aller alimenter les projets. Et en fait, la question qui nous est posée là, c'est sur ces batteries de seconde vie, quel est votre retour d'expérience comparé à des batteries neuves? Est-ce que leur durée de vie dans le bâtiment est la même? Est-ce que leur prix est meilleur? Et voilà, quel intérêt ou désintérêt ou quel retour d'expérience après 2 ans d'exploitation du stade avec ces batteries vous tirez? Alors, plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, notre conviction, c'est qu'on est au début de ce type de solution. D'un point de vue industriel et développement et qualification produit, c'est un vrai challenge parce qu'effectivement, il faut développer un process, qualifier les solutions produits en termes de sécurité, donc de conception, et puis en termes de process de fabrication pour avoir une parfaite reproductibilité des productions. Donc ça déjà, c'est des choses qui sont bien maîtrisées, que l'on a fait, que l'on sait faire. Ensuite, sur l'aspect prix, aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a 2 aspects. Ça va dépendre des applications et ça va dépendre beaucoup à la fois des applications et du choix de l'utilisateur. Alors, de l'application, parce que aujourd'hui, on va comparer en termes d'encombrement principalement des batteries qui sont des batteries de première génération, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui en termes de batteries de deuxième vie, qui ont une capacité initiale, une capacité volumique qui est plus faible que les batteries de 4e génération qu'on utilise sur nos produits neufs. Donc on va déjà avoir un écart ici à ce niveau-là. Et puis ensuite, ce sont des produits qui ont... nous, on garantit une capacité qui est à 70% de la capacité initiale. D'accord ? Et donc, on va, du fait de cette capacité initiale qui est un peu plus faible que les produits de dernière génération, et déjà d'une réduction de la capacité de ces produits, on va avoir un encombrement qui est plus important. Alors, en gros, on va avoir des solutions qui vont prendre pratiquement, en termes de place, 2 fois la place d'une batterie de dernière génération. Neuve de même capacité. Une batterie neuve, voilà. Donc, dans les applications où l'encombrement, la place est une contrainte, à ce moment-là, ça va en général, les clients s'orientent plutôt vers une batterie neuve. Par contre, dans les applications où il n'y a pas de cette contrainte et où les pas de puissance qu'on obtient sont bien adaptés, à ce moment-là, la batterie de deuxième vie a un vrai intérêt. Et c'est sur ce type d'application qu'aujourd'hui, on en a commercialisé. Et puis, la deuxième chose qui est un facteur très important, je dirais que c'est un peu ça dépend de ce que l'utilisateur recherche. Je m'explique. Vous avez des gens, pour un véhicule, qui considèrent qu'acheter une voiture d'occasion est une aberration, qui pensent qu'ils ne veulent qu'avoir des voitures neuves, et qui pensent avoir une voiture d'occasion, ils ne savent pas comment elle a été conduite, ils se posent des questions, et vous avez des gens qui n'acceptent pas d'avoir des voitures d'occasion. On a dit hier qu'il y avait 99% d'irrationnel dans la relation à la voiture. De la même façon, vous avez des gens qui vont penser qu'acheter une voiture neuve est une aberration. Et qui vont dire, moi je sors de la concession, ma voiture elle a déjà perdu 20% de sa valeur, franchement, je prends une occasion récente, j'ai toutes les garanties concernant cette occasion, j'ai une voiture en parfait état de marche, et franchement, acheter une voiture neuve, c'est une aberration. Donc
il y a une dimension, je dirais, de choix très importante en fonction des valeurs et des objectifs qui sont poursuivis par l'utilisateur. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est ce qu'on voit. D'un point de vue fonctionnement, on obtient les mêmes types de performances. Le service est le même. Exactement. En revanche, d'un point de vue garantie, très clairement, nous, on donne des garanties de performance de 10 ans sur les batteries neuves et de 5 ans sur les batteries de deuxième vie. D'accord. Très bien. Je propose, le temps avance pas mal, hein, donc je propose qu'on donne la parole à Anthony Schaff, qui est chef de projet mobilité électrique chez Enedis. Oui, vous avez la télécommande, normalement, vous avez accès à votre présentation. Merci et bonjour à tous. Donc effectivement, Anthony Schaff, je travaille au pôle mobilité électrique à Enedis, dans l'équipe du développement, de la recherche et du développement. Et donc on a parlé à Val Conter, et c'était vraiment très intéressant. Du coup, on va parler un petit peu du réseau à partir de maintenant. Et l'idée, c'était de faire un petit focus. Alors ça va être finalement assez précis, hein, mais sur le couplage de la production photovoltaïque et de la recharge des véhicules électriques, et de voir qu'est-ce que ça peut apporter pour le réseau. Donc déjà, quand on parle de synchronisation de production et de consommation, il y a différentes choses à regarder. J'essaie d'illustrer sur ce slide. Le premier, c'est le type de production. Donc on a forcément le photovoltaïque, hein, on en parle depuis 2 jours, mais on peut aussi très bien penser à l'éolien, pour essayer de synchroniser. Et forcément, si on synchronise sur de l'éolien ou sur du photovoltaïque, c'est pas du tout la même chose. Les courbes de charge sont complètement différentes. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et il faut prendre en compte aussi le type de puissance, le type d'installation qui est mis en place. Ce ne sera pas la même chose si on a un très petit producteur ou si on a beaucoup de producteurs ou un seul gros producteur. Le type de consommation, pareil, donc on va se focaliser un petit peu sur le véhicule électrique, mais on pourrait très bien imaginer d'autres types de consommation, et que ce soit d'ailleurs du résidentiel, des bureaux, différents types de consommation, et une fois de plus à différentes puissances. Donc quelqu'un qui serait tout seul, une maison individuelle ou du collectif, et donc ça pourrait être différent. Ensuite, le périmètre spatial va être très important pour ces synchronisations, donc selon la maille à laquelle on veut réaliser cette synchronisation. On se rend assez vite compte qu'il y a différentes mailles. Tout à l'heure, on parlait de basse tension, de moyenne tension pour l'autoconsommation. Et en fait, sur la synchronisation, on va retrouver exactement les mêmes choses. Donc le périmètre spatial va vraiment être très important pour pouvoir synchroniser. Il va falloir le regarder. Le périmètre temporel aussi va être important. Est-ce qu'on fait une synchronisation sur une journée, sur une semaine, sur un an, que l'été, que l'hiver, différentes possibilités. Et les mécanismes aussi qui seront à mettre en place, qui forcément peuvent être aussi différents. Donc on voit bien qu'il y a un nombre de facteurs assez importants à prendre en place. Ce qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui de donner une réponse oui ou non, je dirais. Est-ce que le couplage est-ce qu'il y a des bénéfices pour le réseau comme ça? De dire oui ou non, c'est assez compliqué. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas toujours acquise. Donc il y a trois points que je voulais mettre en avant. Le premier, c'est qu'il y a des limites au déplacement de la consommation, forcément. Alors même si le véhicule électrique, on le voit depuis un moment maintenant, hein, mais c'est un usage qui est pour le coup plus facilement déplaçable que d'autres usages. Malgré tout, il faut qu'au moment où on synchronise, le véhicule soit en charge, soit branché. Il faut aussi qu'il soit en capacité de recharger, parce que s'il est branché mais qu'il a rechargé la nuit par exemple, il ne peut plus recharger en journée. Donc il y a quelques limites là-dessus, aussi sur les besoins des clients, qui des fois diront moi il faut absolument que ma batterie soit rechargée à tel moment. Donc la synchronisation ne sera pas forcément faisable. Sur le déplacement de la production, donc aujourd'hui on voit qu'on est quand même plus facilement sur un déplacement de consommation que sur un déplacement de production. Hein. On va pas aller demander au soleil de rayonner à un autre moment. Même si on l'a vu avec les batteries qui sont installées, on arrive à faire de plus en plus de choses. Et il y avait un atelier hier d'ailleurs sur le sujet avec le stockage. Donc on voit que le stockage se développe, mais malgré tout, il y a encore quelques limites. Et les coûts aujourd'hui de conception, de mise en service de cette synchronisation qui sont encore à évaluer. On ne les maîtrise pas encore complètement, et on travaille justement pour pouvoir évaluer ces coûts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez complexe
de pouvoir évaluer les bénéfices pour les raisons que j'ai expliquées et pour celles dont je vais parler tout de suite, notamment les différentes configurations et les différents réseaux qu'on va pouvoir trouver. Le réseau Enedis, qu'il soit sur la basse tension ou sur la HTA, est vraiment très, très hétérogène. Donc en fait, selon les configurations, on ne pourra pas répondre avec le même système à mettre en place. Il y a pas mal d'incertitudes parce que l'impact va être sur le long terme. On voit aussi que le nombre de véhicules électriques explose sur les ventes. Le raccordement des ENR est aussi en très forte augmentation sur le réseau de distribution. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet. Les outils aujourd'hui ne sont pas forcément suffisants pour pouvoir du coup évaluer assez finement ces bénéfices. Et il faudra aussi prendre en compte tous les coûts, que ce soit les coûts sur le système global, donc les investissements qui sont à faire ou qui potentiellement peuvent être évités, d'ailleurs à prendre en compte, tous les coûts qu'on va avoir de mise en œuvre de cette synchronisation, le mécanisme qu'il va falloir faire, et le coût qui peut être aussi différent pour chaque configuration. Comme je vous l'ai dit, le réseau étant différent et les attentes des utilisateurs étant différentes aussi, du coup la configuration peut être fatalement différente. Du coup, on a essayé de donner un petit peu une valeur pour le réseau malgré tout aujourd'hui. Vous verrez que dans le slide d'après, on se projette aussi un peu plus sur demain. Et donc, ce qu'on pense à Enedis, c'est que la synchronisation de la consommation avec la production, elle pourrait permettre d'accueillir les véhicules électriques à moindre coût, d'accueillir les ENR à moindre coût, mais qu'aucun gain est attendu dans les conditions actuelles. Donc voilà, si on se place aujourd'hui avec la façon dont on dimensionne le réseau, le réseau aujourd'hui est dimensionné pour que les clients puissent être alimentés lorsque leur consommation est importante et lorsque la production locale est absente. Et pourquoi on réfléchit comme ça? Parce qu'aujourd'hui, la production locale est quand même très diffuse et majoritairement intermittente. Et donc, on ne peut pas se permettre à Enedis de dimensionner notre réseau de façon à ne pas être en capacité d'amener toute l'électricité à un moment où le client la demande. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en déplaçant les consommations aux heures de forte production, ce qui est le sujet aujourd'hui, on déplacerait en fait potentiellement des contraintes et elles apparaîtraient plus au même moment, et donc en fait on réduirait pas forcément les contraintes. Typiquement, un exemple pour midi, on a des pics de consommation à certains endroits sur le réseau à midi, quand on commence à faire de la cuisine, à utiliser des fours, des choses comme ça. Et même s'il y a un pic de production solaire, déplacer la consommation du véhicule électrique à ce moment-là ne serait pas forcément une bonne chose pour le réseau. On parle bien pour le réseau de distribution. Parce qu'en fait, on viendrait rajouter une consommation à un endroit où on a déjà beaucoup de consommation. Et pour la partie production, en fait, le réseau est dimensionné pour pouvoir acheminer toute la production, et même quand il y a peu de consommation. Ce qui fait que si on augmente la consommation sur une période de forte production, en fait, ça ne jouera qu'à la marge sur les investissements qu'on peut faire aujourd'hui sur le réseau. Et du coup, les gains qui seront associés à ce déplacement seront a priori plutôt faibles. Par contre... Mais du coup, mais c'est sans doute là où vous allez en venir. Du coup, là, on obère le fait que le véhicule électrique est une batterie pour en faire un véhicule électrique consommateur uniquement, et pas forcément dans les deux sens, en consommation et en restitution au réseau ou au bâtiment. Oui, alors effectivement, là, sur la partie, je dirais, d'aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur le fait qu'effectivement, le véhicule est consommateur. On est beaucoup plus sur la partie pilotage, en fait, qui arrive en premier pour pouvoir déplacer le moment où on consomme. On voit qu'aujourd'hui, la technologie du V2G pour réinjecter sur le réseau n'est pas encore mûre. Et par contre, on essaye de la prendre en compte justement pour demain. C'est le slide là sur la valeur pour le réseau de demain. Donc, on voit bien qu'il va y avoir de toute façon une augmentation massive des énergies renouvelables. On le voit, nous, en ce moment, avec l'augmentation des raccordements. Et fatalement, ça viendra modifier l'équilibre offre-demande nationale. Notamment, on peut très bien imaginer les Espagnols qui a priori, vont vraiment
vont installer du photovoltaïque et forcément, à des moments, on aura un équilibre qui va être modifié. Du coup, il y aura un optimum sur le marché de l'électricité qui, lui, amènera sûrement un prix de l'électricité qui sera probablement moins cher au moment des pics de soleil. Et là, du coup, l'équilibre, ce fameux équilibre offre-demande et ce prix de l'électricité par les acteurs du marché, du coup, c'est sûrement eux qui vont aller sur ce créneau pour inciter les utilisateurs à recharger au moment où l'électricité est abondante et donc potentiellement moins chère. Ce qui fait que la synchronisation en fait se fera pas forcément à maille locale, mais plutôt à une maille alors France, mais voire même européenne hein, pour le coup, et du coup qui sera portée par les prix du marché. Et à ce moment-là, on pourrait voir des gains, des gains apparaître, sachant que ça va aussi dépendre du développement du stockage d'électricité. Hein. Plus le stockage va se développer, plus en fait les prix du marché vont avoir tendance à se lisser. On sera capable d'avoir une production un petit peu plus constante, ou en tout cas de répondre beaucoup mieux aux pics de consommation. Sur la partie locale, hein, donc là on était remonté à une maille un petit peu France. Si on descend une partie locale, donc là on peut estimer qu'elle sera effectivement importante et on aura plus de certitude pour savoir si à différentes mailles on pourra effectivement utiliser cette énergie pour alimenter de la consommation et pour alimenter un minimum de consommation qui permettrait du coup à Enedis d'adapter nos méthodes de dimensionnement du réseau. J'en parlais juste avant hein, sur les méthodes qu'on a aujourd'hui. On réfléchit déjà à comment sera le réseau de demain pour justement prendre en compte ces consommations, ces productions locales. Et donc, on pense qu'il va falloir qu'on adapte nos méthodes et justement, ces déplacements de consommation pourraient devenir, pour le réseau et pour la collectivité, des sources de gains. Et le troisième point, une question avant ? Allez-y. Oui, enfin, il y a plein de questions évidemment qui se posent, mais allez-y, terminez, on reviendra après avec les questions. Ouais, ça marche. Et donc, ce qu'on voit vraiment arriver, c'est que donc, la production locale, c'est elle qui va dimensionner, du coup, a priori de plus en plus, le dimensionnement de nos ouvrages. Et donc, même si de façon individuelle, en fait, déplacer la consommation, ça aura des effets marginaux, mais en fait, plus il va y avoir de véhicules, plus il va y avoir de production, plus ces effets marginaux individuels, en fait, vont prendre de l'ampleur, vont se cumuler. Et là, pourront avoir un impact. Et pour revenir sur le stockage, hein, forcément, si le stockage se développe plus, forcément, ces déplacements de consommation auront un gain un peu plus limité que si le stockage ne se développe pas. Tout à fait. Mais du coup, ça fait. Enfin, je reviens. En fait, je retire de la slide précédente qu'il y a une vraie question qui est celle de la masse critique de véhicules électriques et donc de services réseau possibles. Et donc, on le voyait tout à l'heure, par exemple, dans l'exemple de Christophe Bourgueil, avec les véhicules à la Poste, ils ont une certaine régularité. On sait qu'ils vont consommer la batterie le matin, rentrer à 13h ou 14h, ou je ne sais pas à quelle heure rentrent les facteurs, et se brancher sous l'ombrière aux heures notamment de production solaire avec une batterie tampon, etc. Mais c'est typiquement sur des flottes de véhicules. Là, on a quelques places, mais sur des flottes de véhicules d'entreprise qui vont être stationnés en journée sur les parkings des entreprises, etc. On peut avoir, c'était une partie du débat d'hier avec la salle notamment, de savoir si c'est le véhicule qui est au service du réseau ou le réseau au service des véhicules. C'est une vraie question derrière. Et il n'y a sans doute pas de vérité péremptoire et la vérité est sans doute quelque part entre les deux. Mais je ne sais pas si on peut du coup affirmer qu'il y a des gains marginaux ou quasi nuls, tant qu'on n'a pas passé cette masse critique. Oui, complètement. Alors, c'était effectivement sur les gains, c'est pour ça qu'on parle du réseau de demain. Alors demain, est-ce que c'est demain 2022 ou demain 2050 hein Demain fin 2021. Donc c'est un demain très proche, mais typiquement sur les sites Enedis, c'est des choses qu'on regarde
Voilà, sur notamment, on a différents démonstrateurs qui s'appellent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le démonstrateur SMAC ou Avenir, SMAC sur la Champagne-Ardenne, Avenir qui est un petit peu plus national. Typiquement, on regarde effectivement sur les différents cas d'usage, parce qu'on voit bien que l'exemple est pour moi très parlant, mais que ce soit la Poste ou Enedis, globalement, on est sur des véhicules qui font des tournées, et donc on va dire qui la journée sortent et se rechargent le soir. C'est clairement différent du bureau où là, les personnes vont venir le matin avec leur véhicule électrique, et du coup vont pouvoir recharger pendant la journée, pendant qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur véhicule. Et donc, on voit bien que selon les cas d'usage et selon la typologie du réseau, la réponse ne sera pas la même. Et forcément, il faudra réussir à trouver cette taille, cette fameuse taille critique, un petit peu, qui nous permettra d'avoir des gains, ou en tout cas de pouvoir trouver est-ce qu'il y aura des gains ou pas pour le réseau. Très bien, je propose qu'on avance, parce qu'on avance en temps, donc... Ça marche. Et voilà, donc, après, le rôle que pourra jouer Enedis, donc s'il y a une valeur démontrée pour la collectivité, et j'insiste bien sur ce point, s'il y a une valeur démontrée pour la collectivité, alors Enedis pourra potentiellement émettre ce signal pour permettre aux personnes de se synchroniser. La façon dont ça se fera, on peut très bien imaginer plusieurs choses. Ça peut être quelque chose d'automatique, en disant le signal arrive, et puis un petit peu comme les heures creuses, heures pleines d'aujourd'hui, et de dire si on a bien câblé son ballon d'eau chaude aujourd'hui, sa borne demain, et ben à partir de ce moment-là, paf, le véhicule se mettra en charge ou s'arrêtera. On peut aussi imaginer que ce soit juste un signal incitatif, et de dire aux clients, à ce moment-là, c'est bon pour vous, pour le réseau, pour la collectivité de se recharger. Et là, libre à la personne de le faire ou de ne pas le faire. Et on peut aussi imaginer que déjà aujourd'hui, il y a des gens par pure conviction, en fait, et pas forcément pour un aspect financier ou ni forcément par des indicateurs ou des choses comme ça, qui synchronisent déjà leur recharge, en disant moi je sais qu'il y a beaucoup de panneaux photovoltaïques autour de chez moi, et donc je vais me recharger à tel moment parce que l'électricité fatalement, l'électron va aller au plus court. Et je roule au solaire. Et je roule complètement, et je roule solaire. Et le troisième point, c'est la mise en œuvre du signal qui se fera pas juste par Enedis, clairement. Donc c'est pour ça qu'on fait des démonstrateurs, c'est pour ça qu'on échange avec les acteurs, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'être présent sur le sujet de la mobilité électrique, sur le sujet des ENR. On y est depuis un moment, mais pour justement pouvoir faire quelque chose qui aura un gain pour tout le monde, pour la collectivité, pour le client, pour le réseau. Et c'est ça qui est vraiment important côté Enedis. Très bien. Et alors, une dernière petite question sur ce sujet. Est-ce que vous avez évalué, ou est-ce que c'est en cours, ou est-ce que c'est à venir, le fait d'avoir, l'empreinte sur le réseau, d'avoir un effet booster du solaire photovoltaïque? Je m'explique. C'est-à-dire que côté Enedis, le raccordement réseau de l'infrastructure de recharge soit une infrastructure de recharge lente, donc finalement avec une petite puissance et une petite empreinte sur le réseau électrique, mais qui permettent une recharge rapide quand on est aux heures solaires, avec l'appoint du solaire photovoltaïque et ou de la batterie tampon entre les deux, et qui permettent à l'usager aux heures solaires d'avoir de la recharge rapide. J'ai vu des démonstrateurs comme ça, à l'usager d'avoir de la recharge rapide sur son véhicule quand il charge dans les heures solaires, ce qui est une incitation à charger dans les heures solaires, par ailleurs, et sinon de la recharge lente quand il chargera la nuit, parce que le lendemain matin, il aura besoin de reprendre sa voiture avec une batterie pleine. Alors, côté Enedis, pour l'instant, c'est pas des choses qu'on a estimées. En tout cas, la particularité de ce point, c'est que la batterie, en règle générale, elle va être aval compteur. Et du coup, on va dire, c'est le propriétaire de l'installation qui va lui dimensionner son installation pour justement pouvoir recharger au meilleur moment. Alors, soit en heure creuse, soit en heure solaire, mais en tout cas, qui lui va du coup dimensionner son installation pour pouvoir effectivement faire ce boost solaire. Côté Enedis, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a regardé dans le détail.
on s'y intéresse forcément parce que ça a fatalement un impact sur le réseau, hein, soit d'augmenter une puissance ou au contraire de pouvoir la maintenir, voire de pouvoir réinjecter. On parlait tout à l'heure de V2G. Donc voilà, c'est des choses qu'on regarde. Pour autant, à l'heure où on se parle, on n'a pas de valeur, pour ça. Juste un commentaire par rapport à ça. Effectivement, aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait faire donc, au niveau de l'installation, en aval compteur, avec des modèles qu'on développe et puis qu'on peut rendre de plus en plus intelligents, hein, avec des modèles de prévision, des choses comme ça, aussi bien sur la production que sur les usages. Donc il y a des choses très intéressantes qui sont déjà possibles et puis qui arrivent. Donc ça, c'est quand même très important. Mais je pense, et je suis d'accord avec Anthony, je pense qu'ensuite, il y a une deuxième phase ou un deuxième niveau qui est au niveau de la collectivité, où tous ces équipements sont communicants, tous ces équipements sont intelligents. Et donc, derrière, il y a déjà des choses que l'on sait faire, hein, tout simplement avec le Linky. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une réflexion aussi sur le système global, sur comment utiliser et communiquer pour l'ensemble du système électrique et la dimension de service public du réseau. Et donc, je pense que là-dessus, on est au début de ces réflexions, mais je pense que ça va être un élément essentiel au fur et à mesure de la massification de ces développements. Alors aujourd'hui, les solutions en aval compteur permettent de traiter, je dirais, le sujet en mutualisant les services sur l'installation. Et puis après, quel est le type de signal ? Est-ce que ce sera un signal prix ? Est-ce que il peut y avoir toutes sortes de signaux différents. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la slide. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, c'est bien ça. Hein, ce sont les estimations de gains. Ouais, c'est ça. En Voilà, fait, c'est une étude qu'on a publiée fin d'année dernière, effectivement, avec. Alors là, on était plus parti sur du pilotage de la recharge, pas forcément avec le photovoltaïque, hein, mais je trouvais que ça permettait d'ouvrir un peu le champ des possibles et on voit bien qu'en fait, il y a différentes possibilités qu'on prenne le décalage de la recharge dans le temps, soit de recharger avec une puissance plus faible, qui permet des fois d'éviter d'augmenter son abonnement, et puis l'autoconsommation, hein, et le V2X, hein, qu'on recharge, enfin qu'on réinjecte dans sa maison, au bureau ou sur le réseau. Donc effectivement, on a essayé d'estimer un petit peu tout ça. Forcément, c'est comme toutes les estimations, elles sont juste à un instant T, et avec tout ce qui évolue, elles deviennent fausses au fur et à mesure. Mais voilà, elles ont le mérite d'avoir essayé de poser ça, d'avoir essayé de l'estimer et d'essayer de se rendre compte un petit peu les impacts que pouvait avoir ces déplacements de charge, en tout cas les différentes solutions de pilotage. Très bien, je n'ai pas de questions en ligne. Y a-t-il des questions ? Oui, dans la salle. S'il vous plaît, on va prendre une ou deux questions avant de passer à l'atelier suivant. Ah, est-ce qu'on peut allumer le micro ? Oui, ça y est. C'est bon. Georges Audra, Axiom Énergie. J'avais une question pour monsieur de Eaton, pour reprendre une question qui a été à moitié répondue. Vous avez dit que vous savez faire des chargeurs bidirectionnels en continu, mais c'est pour des forts courants. Et la question qui m'intéresse, et il me semble qui a été posée, c'est pour les particuliers, donc ça serait plutôt des faibles puissances et en alternatif. Est-ce que vous avez prévu de commercialiser des chargeurs bidirectionnels qui puissent être utilisés pour absorber le surplus de la production photovoltaïque ? Puisque concrètement aujourd'hui, c'est là qu'on en est. On n'en est pas envoyé des signaux sur le réseau pour le véhicule to grid. On en est simplement à utiliser la batterie du véhicule plutôt que d'acheter une deuxième batterie alors qu'on en a déjà une 4 fois plus grosse. Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur la partie AC, donc on sait déjà le faire sur la partie DC.
En chat démo, c'est déjà faisable. Sur la partie AC, il y a en cours une évolution de la norme, puisque en fait, une des questions, c'est la communication entre l'infrastructure, entre la borne et le véhicule. Puisque quand on est en AC, la conversion est dans le véhicule, et donc à ce moment-là, c'est là qu'il faut pouvoir piloter. Donc la norme est en train d'évoluer sur ce sujet. Ce qu'on peut voir, c'est que ce dont on parle, c'est de potentiellement autour d'une dizaine de kilowatts, 10, 11 kilowatts, qui pourraient être réversibles, enfin bidirectionnels. Mais ça, c'est une évolution des standards qui est en cours. Donc ça va, ça, effectivement, mais bon, c'est des sujets sur lesquels l'ensemble de l'industrie et plusieurs industries, mais surtout l'industrie automobile, doit s'accorder. Donc il y a cette évolution qui est en cours. Et donc nous, on suit ces évolutions, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les véhicules, si vous n'avez pas le standard de communication, même si techniquement vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas commercialiser une solution de ce type-là. Et le V2G, c'est des choses qu'on va tester dans le cadre du démonstrateur à venir, en AC et en DC. Justement, on voit bien qu'il y a des choses à tester là-dessus pour que ça puisse être après développé plus massivement. Voilà, donc le travail est encore en cours. J'ai une question encore dans la salle et ce sera la dernière avant qu'on Une passe petite à la dernière suite. question un petit peu provocatrice. Daniel Munier, je vais parler aussi, encore une fois, au nom des travaux internationaux sur la mobilité solaire. On a notamment une tâche qui s'appelle la tâche 17. J'invite vraiment tous les gens vraiment intéressés pour aller un petit peu voir ce qui se passe ailleurs. V2G, 2025, quelle part de la mobilité solaire ? Comme ça, à votre avis? Quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents? Quand vous voulez dire quelle part de la mobilité solaire, c'est-à-dire c'est Est-ce que ça va vraiment être un usage très très courant dans 5 ans, enfin un petit peu moins de 5 ans, ou est-ce que, comme pour l'instant, c'est encore vraiment au tout début du balbutiement et que le modèle économique se cherche? Moi, je crois qu'il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est la mobilité électrique, une part considérable. Quand on voit la vitesse d'adoption actuellement du véhicule électrique, c'est tout à fait spectaculaire. Et si on regarde des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, comme la Norvège, qui sont déjà, je dirais, une majorité de véhicules, les véhicules neufs sont majoritairement des véhicules électriques. Derrière, vous avez également beaucoup de développement de solutions d'énergie renouvelable qui sont associées. Donc, et pourtant, c'est pas la région la plus. Pour moi, c'est toujours assez surprenant parce que c'est pas la région intuitivement qui est la plus propice. Donc, voilà, c'est piste de réponse. Si on regarde, l'évolution, à mon avis, va être étonnamment rapide. On fait plus 50% sur l'autoconsommation, sur les chiffres qu'on a vus. On a des objectifs sur le véhicule électrique qui vont de pair. Donc, a priori, et c'est le mot que je retiendrai de cet atelier, c'est qu'il faut mettre de l'intelligence dans tout ça pour que les différents objets qui sont tous connectés, interconnectés, soient réellement intelligents et se parlent et se complètent mutuellement. Et je pense que c'est là-dessus qu'est le défi. Après, à savoir combien de pourcents, c'est effectivement la question un peu provocatrice. Ça dépendra aussi du taux de pénétration de véhicules électriques réels et du taux d'équipement en PV sur nos toitures notamment. Mais je vous propose du coup de passer à la troisième table ronde et je vous remercie beaucoup pour ces échanges et toutes ces données. Je suis certain qu'on aura encore beaucoup à travailler ensemble sur ces sujets de mobilité électrique. On l'a vu, la mobilité électrique, c'est comme le solaire, ça s'adapte à tous les besoins. On voyait hier le vélo électrique d'une performance absolument folle, qui roule à 50 km/h grâce à la recharge solaire, jusqu'aux batteries rechargées au solaire de gros véhicules. On a vraiment le spectre le plus large possible. Et donc on va dès maintenant passer après
le petit nettoyage réglementaire d'usage à la table et la connexion, puisqu'on a un intervenant qui sera à distance et que j'espère on pourra voir et entendre correctement. On va se connecter avec lui. Sur la table ronde suivante, où on va s'interroger, c'est une des questions qu'on s'était posées aussi également hier, hein, ça a été dit, on est passé d'une époque où c'était le directeur RSE environnement qui sollicitait les entreprises pour faire quelques panneaux solaires, à une époque où c'est le directeur des affaires financières qui finalement trouve que c'est très intéressant tout ça et qu'il faudrait accélérer sur le solaire dans les entreprises. Et donc, on va se demander dans un instant si la RSE est un levier d'accélération de l'autoconsommation en entreprise.